30 previews en 30 jours. Yes sir. Rendez-vous quotidien. Donne-nous le pain. En direct de la Nouvelle-Orléans. Exactement. Chez Zion. Ouais. Celui qui aime pas Babylone. Enfin, Lévi, Babylone, Zion, tout ça. Zion, tout ça. Je laisse checker la culture Rastafari. Ça, c'était pour l'indice. Voilà, on explique les indices parce que sinon, après, les mecs sont oui, quoi vos indices, tout ça. Alors, si tu vends. Alors, si tu leur dis Maison Blanche pour Washington. Ouais. Tu peux avoir. Si tu leur dis Maison Blanche pour Washington, les gens sont là, genre, trop facile et tout, machin. Par contre, Babylone, bon. Par contre, pour les conversions kilométrage par miles, là, ça bégaye bien fort. Ça complexifie. C'est le grand classique, 30 jours chaque année avant le début de la saison NBA. Les 30 previews en 30 jours, classique du YouTube Game et série préférée de ton joueur préféré. On a déjà fait beaucoup de franchises. Il y en a qui vont commencer à gentiment rentrer en playoff ou pas. Certaines sont rentrées, d'autres sont restées à la porte. Le videur a dit pas cette année. Alex, on est en plein intro, pas possible. Non mais c'est juste essayer genre. Oh putain, direct de l'intro. Oh le spoil. Non. Zéro spoil évidemment, vous le savez. On verra ça au moment du pronostic. C'est ça la dernière section, mais avant de parler de la dernière section, on va commencer par la première section. Nous sommes avec les Pélicans et tout de suite on regarde le coup d'œil dans le rétroviseur. Ma foi, saison bizarre, saison compliquée. C'est genre mois de novembre, Anthony Davis. Genre, ici c'est chez moi, la Louisiane, c'est mon territoire. Avant ça. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Les playoffs. Ah, oui, d'accord, tu veux revenir jusque-là. Oui. Impossible de se dire, quand Anthony Davis vient de rouler sur Portland avec Jrue Holiday et que tu joues en demi-finale contre les Warriors, que le mec passe pas. Pas de re-signature de DeMarcus pendant l'été, mais tu repars sur une saison avec du Jrue, du Anthony Davis. Du Elfrid Payton, petite anecdote Julius Randle, petite anecdote du mois d'août, tiens Anthony Davis devient représenté par Rich Paul, au hasard, on va voir. C'est le même agent que LeBron, on va voir ce que ça donne. Et donc en effet on se ramène sur un début de saison où AD, Jrue, Elfrid, tout ça, les gars font le boulot, tout le monde comme d'habitude sous Alvin Gentry, Louisiane Power, et puis fin décembre, les Pélicans sont allés jouer à Los Angeles. Il paraît que là-bas, on mange des très très bonnes pizzas. Il n'est pas allé que sur Airbnb, Anthony Davis. On mange des très très bonnes pizzas, et il paraît que le canapé de LeBron est très confortable, d'après un certain Anthony D. Après, c'est des rumeurs, c'est des on-dit. C'est des on-dit. Massage thaïlandais ou pas, ça on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que derrière... La saison des Pélicans va prendre une tournure vraiment violente, et même dans leur histoire. Puisqu'il y a... Histoire jeune en plus, il y a une demande de transfert d'Anthony Davis. Vers la 2e, 3e semaine de janvier, Anthony Davis, il dit bon, les gars, il me reste 1 an et demi, comptez pas sur moi plus longtemps. Voilà. Je re-signerai pas. Il reste 10 jours en deadline, je sais pas quoi faire. Mais Magic, il m'a dit, il fallait que je demande mon transfert. Vas-y. Rich Paul, mon nouvel agent, il a dit que c'était une bonne idée. C'est ça. Il faut savoir qu'à l'époque, quand tout ceci se passe, nous avons un certain Dell Demps au management de New Orleans. Parce que la saison globale, c'est une transition à New Orleans. Tu as Anthony Davis qui demande son transfert. Dell Demps fait rempart à la puissance de Los Angeles et représente le prolétariat. Laisse-moi, Alex. Il dit non, je refuse de me baisser le froc. Ginny Buss, elle a dit qu'il n'y avait jamais eu d'offre. Arrête. Rentre pas dans ce jeu-là. Dell Demps sacrifie son corps. Il fait comme ça, il fait... Attends, l'offre des Lakers, regarde. Oh putain. Dis donc. Mais qu'est-ce que ça fait là? Oh tiens. C'est clair. Non, c'était énorme. Évidemment, Dell Demps tient. Je me suis foutu de sa gueule. Mais là, il m'a fait kiffer. Bien sûr. Et c'est pas anti-Lakers, c'est simplement qu'à cette époque-là, quand on se dit si, le fan des Suns, c'est pas anti-Lakers, c'est simplement que quand on voit LeBron, Magic qui essaie de mettre ça en place et que la trade deadline qu'on a vécu en direct, on se dit oh, ça va passer. Et quand ça passe, Anthony Davis est toujours chez les Pels, tu te dis merde, ça se trouve, ça va vraiment pas avoir lieu ce trade. Il va y avoir un petit souci après, c'est qu'en fait Dell Demps, qui était en tampon pendant toutes ces années et ces derniers mois, va prendre la porte. Et c'est David Griffin qui va prendre la place. David Griffin qui, on ne le sait pas encore, mais va devenir une figure déterminante. Ils sont en train de faire sa statue là. Dans la reconstruction des Pels, clairement. L'autre. Parce sur que donc, Bourbon Street, va y avoir un jazzman, 2 jazzmen et David Griffin. David Griffin en statue, clairement.
En train de porter ses couilles au-dessus de Magic Johnson. Wow. Non, très clairement, la seconde partie de saison, elle est compliquée parce que maintenant qu'on sait qu'Anthony Davis ne peut pas jouer, il va avoir 20 minutes de jeu. Il se blesse un peu en plus, c'est compliqué. Ça, bon voilà, ça tu peux pas. D'un point de vue sportif, cette saison, elle est totalement flingué à partir du moment où Anthony Davis dit j'ai pas envie de rester. Qu'est-ce que tu veux, c'est normal ça. Par contre, pour le coup, tu peux pas en vouloir aux joueurs ou aux coachs. 33 victoires, 49 défaites. Le t-shirt ultime avant de partir, That's All Folks. Voilà. Tout le monde s'en souvient. Exactement. C'était un gros classique. Et donc les Pels se retrouvent dans cette situation. Ils se disent merde, il y a toujours sur Beeper la Magic Johnson qui nous casse les couilles. Quoique Magic vient de dire c'est mort, donc c'est plutôt Rob Pelinka qui commence à mettre des coups de presse. Exactement. Avec Ginny Buss. Et il va falloir qu'on voit comment faire cet été parce que l'avenir ne s'annonce pas si merveilleux que ça. Non, c'est là. Et là, par contre, t'as un petit coup de pouce du hasard quand même. Un bon gros coup de pouce du hasard. Je te propose qu'on en parle dans la section suivante. D'accord, ok. Pas de problème, on peut en parler dans la section suivante. Car évidemment, nous allons regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Alors Alex, tu me parlais d'un petit coup de chance. La taille du coup de pouce, il est à peu près genre comme As quoi. Quoi, il fait 2m03 et 150 kg, c'est ça le coup de pouce? C'est-à-dire que le 15 mai, ou je sais plus quelle date c'était exactement, autour du 15 mai quoi, il y a une petite cérémonie très discrète qu'on appelle la loterie. Et là, hop, il y avait les Knicks, les Suns, les Cavs, tout ça. Il y avait un paquet d'équipes qui avaient un meilleur pourcentage de chance d'avoir le first pick plutôt que les Pels. Et là, pof. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je m'appelle David Griffin et qu'est-ce que je commence par faire? Je suis à peine nommé depuis 15 jours au poste de boss du sportif des Pélicans. First pick. Il y a une certaine tendance avec David Griffin parce que l'autre avec les Cavs, il y avait déjà eu 2-3 trucs. Anthony Bennett. Attention, on n'a pas fait que des trucs de ouf avec ses first pick. Non, bien sûr. C'est lui, Bennett et Irving, on est d'accord? Je pense Irving, c'est lui, c'est sûr. Irving, peut-être, ouais, avec lui. Remarque. Non, mais il y avait du. Il était déjà là. Il y avait du Chris Grant qui était avant GM. Ce qui est sûr, c'est que David Griffin, il a une certaine chance au niveau de la draft. Et les Pélicans qui avaient. Oh, c'est bizarre, à l'époque, eu Anthony Davis aussi en premier pick. Tiens non, dis donc. Merde, les Pels. Donc, du coup, on retrouve les Pels tout en haut de la draft. Et ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'ils sont tout en haut de la draft l'année où il y a l'un des joueurs avec la plus grosse hype qu'on ait jamais vu depuis LeBron, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, ça joue forcément, quoi. Ça peut aider. C'est sûr. Je dis pas que ça va être le meilleur joueur, tout ça, on verra, on va parler de Zion, évidemment. Mais je veux dire, tu te retrouves first pick de draft, je veux dire... Là, je sais plus, là j'avais vu un truc là sur c'est quoi, c'est les abonnements là qu'on montait en flèche alors que le mec a pas encore posé le pied sur les parquets quoi. On se rend pas compte à quel point et on en a parlé en long et en large, mais à quel point le fait que ces balles de ping-pong donnent le premier choix de draft sauve New Orleans. Enfin, je veux dire par là, la franchise, c'est pas qu'elle était en train de couler évidemment, mais c'est simplement que pour une équipe qui était classée 30e en merchandising, en couverture médiatique, ils étaient tout le temps dans les bas-fonds et tu as ce joueur ultra hype. Je veux dire, les Cavs ont rêvé qu'il y a un mec comme LeBron dans leur histoire. Si ça se trouve, Zion peut essayer de remettre les Pélicans tout en haut du marché. Hype, et on va parler de lui, et joueur avec un potentiel sur le terrain assez incroyable. On verra. Donc ça, c'est le premier point très positif. Dans la foulée, le marché de l'été des Pels. Le marché de l'été des... Oui, t'as envoyé le tableau déjà. On a inventé le tableau, mais c'est une dinguerie. Marché d'été des Pels. Mais c'est... Parce que David Griffin, en fait, il dort toujours pas là. On l'a checké là, il a pas dormi depuis avril le mec. Parce que derrière, à la draft, il va dire genre, ok les frères, le premier pick je le garde. Mais alors derrière, tout est à jouer. Il y a pas de souci. Avant la draft. Oui, il y a le trade. Ah voilà. On n'est pas encore au soir de la draft. Oui, bien sûr. L'autre, il communique comme un port. Ouais, on va voir, on peut garder Blake Griffin, n'importe quoi. Anthony Davis et tout machin. Toutes les options sont ouvertes. Mais toutes les options sont ouvertes et il nous pond. On a fait la preview du Thunder. On a parlé du trade de Presti qui était forcé de se séparer de Paul George. Le trade de Griffin, de David Griffin, faut que j'arrête là. De David Griffin pour Anthony Davis. Dans la situation de merde, faut le dire, dans laquelle il était, parce que après il a plus qu'un an de contrat, Anthony Davis, donc tout se complique, on le sait, quand les mecs arrivent comme ça. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, du pic de draft jusqu'à l'antéchrist. Bon, après, c'est les pics de draft des Lakers, faut voir on lui a refourgué tout, mais n'empêche qu'il y a du pic de draft. Ouais. Notamment le pic 4 de la draft 2019, parce que les Lakers, au fait, ils ont eu le 4e choix, la dernière draft. Et du coup, tu te retrouves avec le numéro 1 de draft. Donc, a priori, on savait tous, ça allait être Zion.
ok. Et derrière le pick 4, plus Lonzo, plus Ingram, plus Josh Hart. C'est ça. Des jeunes joueurs. Tout à fait. Bien sûr, à fort potentiel. Ouais, bien sûr, des joueurs intéressants. Quoi. Le pick 4 va se transformer avec Atlanta en plusieurs petites options, puisqu'après ils vont reculer en 8, nous prendre un certain Jackson Hayes. Il va avoir l'ami... c'est le 8 qui vous ont récupéré, vous, c'est vrai, je crois que c'était le 10, moi. Non, mais en fait, c'est le 8. Non, le 10, vous avez Cam Reddish avec. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le 8, ils l'ont récupéré pour Jackson Hayes, et après, ils ont fait de la combine aussi pour avoir Monsieur Nickel Alexander Walker. Qui a fait une Summer League de fort bâtard. C'est parce que pour monter en 4, vous avez filé 8 et 17, vous, c'est pas ça ouais, bien sûr. C'est 8 et 17 que vous avez filé. Voilà. Bien sûr. On a monté parce qu'on avait pris 17 avec les Nets, Torian Prince et tout. Notre ami David Griffin, il a démarré à poil, et il repart avec Zion Williamson, le pick 4, qui transforme en pick 8 et 17. Donc il repart avec Zion, Nickel Alexander Walker en 17 et Jackson Hayes en 8. C'est ça. Pas mal. Quelques jours après avoir eu Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart, donc ça très bien au niveau de la hype. Ce qui va notamment avoir un impact sur la free agency, parce que tout de suite quand on démarre la free agency, quelques minutes après l'ouverture des portes, JJ Redick qui débarque, ça c'est quand même super bien joué, parce que les Sixers pensaient pouvoir le retenir et malheureusement Redick va voir ça, il va se dire genre franchement, avec ce qui se passe au Pélican, d'avoir un vétéran comme ça qui peut gérer, c'est de la balle. Un peu de vétéran aussi dans le secteur extérieur, Derek Favors. Mais très bien. Ça, c'est très bien joué. Donc, David Griffin, en fait, crée une espèce de mixtape masterclass sur l'été. On était dans la merdasse. On allait prendre un joueur iconique de notre histoire, malgré des résultats parfois mitigés, mais bon, qui peut représenter une contrepartie de fou. Et ben, tu as tellement d'options là dans le présent, futur, court, moyen et long terme que Griffin mérite une statue. Tu vois, ce qui est fou, c'est que il a lâché Anthony Davis, donc franchement, sur l'histoire des Pélicans, il n'y a pas de discussion, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Pélicans de loin, un joueur incroyable. Elfrid Payton qui est parti, Julius Randle qui est parti, Cheikh Diallo, Stan Johnson, Solomon Hill, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont partis. Et dans ces plein de gens, il y a donc Anthony Motherfucking Davis, c'est un joueur incroyable, mais je suis beaucoup plus hypé, j'ai jamais été autant hypé par les Pélicans. Jamais. Jamais. Bien sûr. Après, perso. Bien sûr. Après, c'est normal parce que là, on voit aussi Zion qui débarque. Et mais puis au-delà même de Zion. Hein. Mais je veux dire par là, c'est parce on sait aussi que, notamment, un des trucs qui a été très important pour les Pels, c'est de voir qu'un mec comme Jrue Holiday, quand il voyait le trade, est resté droit dans ses bottes. Ouais. C'est-à-dire qu'un mec comme Holiday aurait pu dire genre fuck this shit, je sais pas trop vers où on va, j'ai plus 26 ans, j'aimerais bien essayer de gagner vraiment. Et Holiday qui reste, en tant que daron à qui on dit va nous prendre Lonzo, va envoyer des lobes à Zion Williamson et forme cette jeune équipe, pour lui c'est pas mal. Le fait que Alvin Gentry reste alors qu'il y a changement de management et que Jrue Holiday reste, ça a été quand même des signes forts pour ceux qui sont fans des Pélicans depuis quelques temps et qui vont avoir un bandwagon qui se remplit très très vite. Parce que là c'est logique, parce que là on va en discuter quand on va faire un peu le tour des options de rotation du 5 majeur, mais le mec a été obligé, contraint et forcé de se lancer dans un full rebuild parce que tu perds un joueur incroyable. Ouais. Il y a un coup de pouce du destin. Il y a un putain de coup de pouce du destin. Il y a un coup de pouce du destin mais il a fait le taf. Bien sûr, parce que quand tu regardes en arrière, tu te disais qui pouvait aller prendre Anthony Davis. Boston est passé à la trappe parce qu'ils ont vu que Kyrie Irving en fait c'était mort. Il y a double coup de pouce du destin parce que first pick de draft plus les Lakers qui sont dans le trade pour pick 4. Non, bien sûr. Ça parlait même des Knicks potentiellement. On se disait s'ils ont le first pick, tu parles. En fait, les Pels ont vraiment eu un alignement des planètes qui est pas mal. Et tout ça va nous mener évidemment à une grosse discussion autour du 5 majeur. Allez. Monsieur Alvin Gentry, c'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur des Pels, 5 joueurs, Alexis dans la main, il y a un meneur, il y a un arrière, il y a un ailier fort et il y a un pivot. Il y a des verrous dans ce 5 majeur. Nous avons à la main, Jrue Holiday. Ah bon ? Sur le back court, Jrue Holiday. Voilà. Non mais enfin tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est important, je pense que le bas court ça va être Lonzo Jrue. Pas toi ? Je pense qu'on est d'accord. Redick va sortir du banc ? Sur le back court, je pense que ça va être Jrue Lonzo, tout à fait. On est sûr et certain d'avoir Zion Williamson en 4. Ouais. Non parce que juste pour revenir sur le bas court, t'aurais pu, et je peux concevoir que ça soit du Jrue Redick aussi. Mais c'est peut-être un peu dommage de pas titulariser Lonzo quand même. Je sais pas. Je pense qu'ils vont garder très gentiment Redick en sortie de banc et qu'il y aura certaines match-ups où ils le mettront en titu. Mais Lonzo Jrue, c'est trop appétissant peut-être pour le garder en sortie de banc. C'est intéressant, je suis d'accord. Lonzo Zion en 4. Zion en 4, Brandon Ingram en 3. Ouais, qui pourrait lui prendre sa place franchement ? Non, c'est si tu veux spacer avec d'autres gars un peu plus petits, mais bon, ça sert à pas grand-chose. Ça va être petit du coup. Parce qu'ils sont vraiment petits. Non, ça.
Josh Hart 3. Non, c'est un 2, clairement. Donc, et Zion n'a pas une concurrence dingue sur le poste 4. Et on va se permettre un petit Derrick Favors en pivot. Ouais, je pense, ouais. Jackson Hayes, c'est un rookie quand même. Hein. Alors, après, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qui se passe en sortie de banc. Parce qu'en sortie de banc, tu te dis, je ne sais plus, j'ai trop de talent, comment je fais ? JJ Redick, il est là. Josh Hart, il est là. Nickel Alexander-Walker, il est là. Donc tu as du shooting, du ball handling et des vétérans. Un marsupilami qui monte jusqu'au plafond. Jackson Hayes. Jelly Okafor. Jelly Okafor qui sera là s'il y a besoin de post-up. Je suis sûr qu'on oublie du monde. Nicolo Melli, l'italien. C'est bien italien sûr. Non, argentin. Je sais même Peut-être, pas. ouais. Non, italien, je crois. Italien qui est arrivé cet été, hein, je crois. Hein, c'est pas. Il il est arrivé cet été. Ouais. Et voilà, et c'est tout. Et donc ça permet une... Darius Miller, il est encore là ? Ouais, il a été prolongé. Darius Miller sur les ailes, ça peut servir ça. Ça peut shooter, voilà, il peut prendre le spot derrière. Et Etuan Moore, il est encore là aussi sur le poste 2 Moore, il doit être pour amener un peu de shooting parce que lui, mine de rien, ces dernières saisons, il a pas démérité. Dans son rôle et dans ses capacités, il a plutôt rentré ses tirs et tout. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est ce qui est fou en fait, c'est que quand on connaît Alvin Gentry et son système, ce qui a permis notamment à Anthony Davis, Rajon Rondo qui avait fait une super saison avec eux, Elfrid Payton avec ce que ça donnait, Julius Randle, ça joue très vite. À New Orleans, sous Alvin Gentry, ça joue très vite. C'est une des attaques les plus efficaces de la NBA en termes de rythme, scoring et savoir sur qui s'appuyer et où appuyer pour faire mal. Évidemment, ça change parce que maintenant, il n'y a plus Anthony Davis. Mais il n'empêche que si tu décides de galoper et que tu as Lonzo Ball, Zion Williamson, Brandon Ingram, Jackson Hayes, Jrue, Nickel Alexander-Walker, tu as des armes pour devenir non seulement une équipe efficace, mais une team NBA League fucking pass, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont regarder les Pélicans direct parce que c'est trop intriguant. Bah ouais. Et cette transformation, elle est folle. Parce que les Pels, ils ont fait bander qui ces dernières années, quoi. Bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'était la série de playoffs contre Portland. Ils viennent de perdre Anthony Davis, bah moi j'ai jamais été autant hypé par eux, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et là, c'est vrai qu'Alvin Gentry, alors faut pas qu'il se fasse exposer l'ennemi Alvin, hein, parce que là, il a une équipe très intéressante, mais aussi très jeune. Une équipe qui va devoir driver, même s'il a réussi à garder Jrue Holiday notamment pour servir un peu de mentor à toute cette marmaille. Ça reste de la marmaille. Ça reste des jeunes joueurs. Ouais, mais putain, c'est fou. Mais il y a du talent. Il y a du talent. Il y a du talent. Après, quoi savoir en faire. Et des deux côtés du terrain, putain. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens, évidemment, ont discuté de cette traction potentielle Lonzo Ball, Jrue Holiday, qui peut être complètement dingue. Mais des deux côtés, ils peuvent être forts en défense. Hein. Non, mais je parle de traction défensive. Voilà. Clairement. On est d'accord. Brandon Ingram, il a montré. Ouais. Zion, on l'attend. Capable. Bah, on l'attend. Tout à fait. Zion, on l'attend. Les Jackson Hayes ou les. Bon, Derrick Favors, il a fait des efforts à Utah, mais on sait que c'est quand même Derrick Favors, si, ça va. Correct. Ça va. Il se bat au rebond et tout, mais c'est en pas. Pivot, ça sera très bien. Non, pivot, ça peut être bien. Et Jackson Hayes, on verra, mais vu son profil athlétique, il peut être intéressant. C'est ça, c'est un bleu, donc l'autre, dès qu'il voit un ballon en l'air, il monte, il essaie de toucher la roche des 24, donc il va avoir des comptes spectaculaires, mais il va devoir apprendre à gérer ses fautes, parce qu'on le sait, Jackson Hayes, en sortie de Texas, il y avait un petit peu de soucis avec ça. Et puis Nickel Alexander-Walker. Ouais, pareil, ils ont des combos Josh Hart, ça défend très bien. Nickel Alexander-Walker, moi je l'aime bien ce garçon. Bah bien sûr. Création, balle en main, il est long, il est intéressant, enfin... Ah non mais c'est le cousin de Shai Gilgeous, lui, hein, c'est le cousin, il y a de la mif avec Shai Gilgeous. C'est ça, hein. Pas mal les petits barbecues à l'arrière le week-end. Il faut se dire que les Pélicans ont été une des équipes les plus hype de la pré-saison, de la Summer League, alors que Zion n'a joué qu'une mi-temps. C'est-à-dire que Jackson Hayes et Nickel Alexander-Walker ont été hyper impactants sur la Summer League. Et tu te dis, damn, on n'a toujours pas vu jouer Zion. Donc sur le 5, si on doit revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Pels. Jrue, je valide, Ingram, Zion et Derrick Favors. Ouais. Et sur le banc, du coup, t'as c'est ça. C'est juste cette interrogation sur Redick. Ouais, non. Est-ce que Redick est titulaire ou pas ? Et s'il est titulaire, t'es d'accord avec moi, c'est au détriment de Lonzo. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc c'est une option envisageable. Hein. Tu peux filer la seconde unit à Lonzo. Et la seconde unit, Lonzo, Alexander Walker, Josh Hart, Darius Miller, avec un petit Jackson Hayes ou Okafor. Bon, c'est jeuneau et tout, mais c'est des joueurs. Hein. Oui. L'avantage, comme tu le disais là tout à l'heure en le soulignant, parce que j'ai dit Jrue Holiday à la main, c'est qu'évidemment il est plutôt sur le backcourt, c'est que Jrue a beaucoup joué aussi arrière la saison dernière, et donc il peut y avoir aussi la main à Lonzo avec Jrue qui l'aide en 2. Parce que je veux dire, j'adore Lonzo Ball, mais Jrue peut sanctionner. Moi, c'est ça, c'est Lonzo en 1. Tout à fait. Ouais. Bon, après, c'est interchangeable, mais il est clair et net qu'en termes de profil, Jrue va sanctionner à distance, ce que Lonzo ne fera pas pour le moment. C'est un peu tu mets le doigt sur un souci de ce 5 majeur, c'est que si tu mets pas Redick dedans, en termes de spacing, Jrue et Ingram sont capables,
mais ce ne sont pas non plus des snipers. Derrick a essayé de mettre ses shoots. Derrick Favors c'est pareil, mais c'est pas un sniper. Non, dans le corner c'est tout. Ouais. Zion, on va voir. Il est capable, hein, mais on va voir. Et Lonzo, voilà. Hein, Lonzo, le coude sort de l'écran quand il shoot, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que Redick aurait tout un intérêt quand même. Et Juan Moore aussi, hein, de temps en temps. Mais ça n'a pas des mecs qui rentrent des tirs. Ouais, bien sûr. Mais après, quand tu vois que leur identité c'est transition, au panier, lancé. Enfin, je veux dire, Julius Randle n'est pas un incroyable shooter. Non. Il s'est giga régalé la dernière à New Orleans. Il a fait saison en 20-10, les Knicks l'ont surpayé. Donc c'est parfait. Ils l'ont pas surpayé. Non, ils l'ont pas surpayé. Mais non, c'est juste, c'était pour aller dans la punchline. Mais quand on voit un profil comme Julius Randle, tu te dis plein de mecs peuvent se régaler en transition scoring. Ouais. Ah bah ça va être le mojo, hein, ça c'est clair. Hein. Les mecs, le mot d'ordre, ça va être bonjour. Allez, run. Ça galope. Alvin Gentry nous étonnait notamment sur les fins de match. Heureusement, il a certains gars comme Redick, Favors, Jrue Holiday pour savoir attaquer demi-terrain avec expérience. Beaucoup de potentiel sur ces Pels qui sont en télé nationale de partout. Ça y est, la révolution est lancée. C'est absolument incroyable. C'est incroyable, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça. Nous, on a une grosse question à se poser. Allez. C'est l'heure de la question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. À quoi peut-on s'attendre avec Zion sur sa saison rookie ? La hype est là. Elle est placée. D'un point de vue purement médiatique, après ce qui s'est passé à Duke, Zion Williamson est le joueur le plus hype depuis LeBron James. Ce qui est pas plus mal quand on sait que LeBron James est un des meilleurs joueurs de tous les temps de notre sport. Maintenant, on le sait, saison rookie, il y a des joueurs qui font des saisons de gueudin, genre Luka Doncic l'année dernière. Quel peut être l'impact, au-delà de médiatique, l'impact sportif direct par rapport aux attentes de monsieur Zion Williamson ? J'ai tendance à baisser le curseur. C'est-à-dire que il y a des attentes qui sont très folles autour de Zion Williamson. Je pense que le joueur est extraordinaire. Au-delà de l'athlétique, il a un passé de guard qui lui permet de bien comprendre le jeu, de pouvoir bien défendre, de switcher dans tous les sens. Donc je pense qu'il va être efficace que ce soit... handle, hein, pour un mec de 150 kilos. Complètement. 125. Hein. J'ai juste tendance un peu à baisser parce que j'ai l'impression que les gens attendent... dire par baisser ? J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce qu'il fasse 25-12 et on va en play-off et t'es All-Star, let's go. Je ne pense pas, par exemple, tu vois, je mets tout de suite la question sur la table. Est-ce que les gens le voient All-Star, Zion Williamson, dès sa saison rookie ? À titre perso, non. À titre perso, non ? Non, à l'Ouest, il y a tellement de monde, quoi. On parle du front de courte en plus maintenant. Tu vois ? Le front de courte à l'Ouest, parce qu'on ne met pas dans le backcourt. Il y a des places réservées. Il y a des places réservées, quoi. Non, mais on est d'accord. Oui, bien sûr. Hein ? T'en as 4 à Los Angeles, donc déjà t'es foutu. Oui. Non, après, bref, on va pas faire la liste, mais c'est clair que mais il y a du monde, donc c'est compliqué. C'est par rapport à contre, ça n'empêche pas qu'il peut faire une saison de rookie absolument fabuleuse lui aussi j'allais dire à la Doncic, mais c'est des personnages, des profils de joueurs tellement différents que je sais pas si c'est très intéressant à comparer. Mais je veux dire, Zion Williamson, donc je pense que la moindre personne qui a regardé 30 secondes de Zion Williamson a compris qu'au niveau du corps, il est assez NBA ready. Hein. Au niveau du body, il est grave NBA ready. Il est prêt. C'est-à-dire qu'athlétiquement, lui, il va pas avoir cette espèce de step qu'ont certains très bons joueurs de NCAA qui, une fois arrivés et qui jouent face à des bonhommes en NBA, galèrent un peu plus. Lui, Zion Williamson, il y a vraiment ce côté bête physique qui va avoir une équipe qui va quand même le chercher, jouer sur lui, ou dans les airs, ou en transition. Et que toutes 19 ans qu'il a, je pense que personne peut stopper ce mec dans les airs ou en transition, aujourd'hui. Pas beaucoup. Trop puissant. Ouais, quand je dis personne, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Il va scorer. Oui. Il va scorer les lobes, il va scorer en transition. Il est capable, il a un vrai toucher de près quand il se lance dans des drives et tout. Il va scorer. Maintenant, la question que je me pose déjà, c'est à hauteur de combien ? Est-ce que c'est plutôt 16 points sur une saison rookie, tu vois, c'est déjà super, ou est-ce qu'on est tout de suite au-dessus de 20 points avec des bons pourcentages et genre c'est un franchise direct en fait. Enfin, je doute pas qu'il puisse devenir un franchise, est-ce que ça l'est là de genre Day One quoi. Day One, donc déjà ça c'est intéressant à voir. Ensuite, moi l'autre truc que je trouverais très intéressant à regarder, c'est en NCAA, il avait une activité complètement folle
au-delà du scoring. Je veux dire, c'est des rebonds, des interceptions, des passes. Une balle qui traîne et il fait mettre la tête direct. De temps en temps, il fait un coast-to-coast à la Charles Barkley, et de temps en temps, il arrache un ballon dans les mains du mec à la Draymond Green. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça se traduit direct en NBA? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà un rookie qui va jouer depuis le poste 4, qui va être un bestiau physique complètement relou, parce que beaucoup plus gros que les mecs de sa taille, et beaucoup trop rapide et trop mobile pour les mecs plus grands, et qu'en plus, il est capable d'avoir 2-3 passes d'ess, une dizaine de rebonds, des interceptions, une activité de malade et tout, quoi. Moi, Est-ce que c'est vraiment ça tout de suite, quoi? Moi, je pense que son moteur nous garantit ça. Son moteur, il est ouf. Son moteur est déjà incroyable et je pense que ça va nous garantir statistiquement du point du rebond, de la passe, de l'interception, du contre, etc. C'est un contributeur direct dans tous les secteurs, en fait. Exactement. Après, ce qui m'intrigue vraiment, ce sont les axes principaux. Ils sont 3. Vas-y. On a vu ce qui se passe notamment avec un certain Blake Griffin qui est arrivé en NBA et qui a commencé à poster beaucoup de monde. Et on a vu le message qui est passé après par la NBA, ça a été « on va te mettre au sol, frère ». Les plus grands intérieurs là, de la NBA, qui sont passés par YouTube, qui ont vu la hype sur Zion, Rudy, Whiteside, Joel, etc. Le premier drive, non mais ça va être hyper intéressant à regarder, c'est-à-dire Zion, moi j'ai pas de doute, je pense qu'il va vouloir leur monter dessus. Mais comment est-ce que ça se passe quand tu te prends quand tu tombes salement la première fois après t'être fait body slam par un intérieur en allant au panier, tu vois? Est-ce que tu y retournes derrière? Comment est-ce que ça se passe mentalement? Ça va être hyper intéressant, je pense. Hyper intéressant. Il y a autre chose qui peut être hyper intéressant, c'est ce que tu viens de décrire là. Quand Zion il monte, il prend appel de pied, et il y a encore un pivot entre lui et le cercle. En gros, c'est de ça dont on parle. Il y a une bonne passe et puis il y a encore un pivot, quoi. Ok, le pivot. Là, c'est là où toute la hype de Zion peut aussi se modifier. Est-ce qu'il peut pas aussi nous écrabouiller tout le monde dès sa première saison? Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Blake Griffin, il a écrabouillé tout le monde. Enfin, sa saison de rookie, il l'a pas faite, mais parce qu'il était blessé. Mais dès qu'il arrive en NBA, il a commencé par écrabouiller tout le monde. Oui, bien sûr. Mais tout à fait, il a écrabouillé dans les airs, mais très rapidement. Il tournait à 20 points d'rebond. Tout à fait. Et il a été All-Star, donc il n'y a pas eu de souci. Tout à fait, il peut avoir cet impact-là. Mais je veux dire. Il y a de plus en plus aussi d'équipes c'était il y a quelques années, des équipes aussi qui anticipent. Je veux dire, Blake avait été énorme à Oklahoma, mais on n'était absolument pas au niveau de hype pas du tout. de Zion à Duke. Il est clair que là, t'as raison, la hype de Zion énerve forcément des mecs. Ce qui fait que dès le premier match de la saison, en fait, Zion va être scouté. Tout à fait. Et à la différence d'un mec, en fait, si j'ai ça, c'est parce que notamment, on l'a vu en Summer League. Je veux dire, le premier match de Summer League de Zion Williamson, face aux Knicks, si je dis pas de bêtises, avec quand il prend la balle de Kevin Knox et qu'il en fait un baby là. Tout de suite, un mec comme Kevin Knox qui galère en NBA et qui va essayer de faire sa rotation chez les Knicks se dit mon challenge c'est je vais essayer de lui ouvrir le shoot extérieur et jamais lui ouvrir la raquette. Comment Zion, là Kevin Knox c'est un sophomore avec un assistant coach qui prévoit ça. Comment il va faire quand ça va être Draymond Green sur sa bouche, quand ça va être Kawhi, quand ça va être genre Paul Millsap, Jimmy Butler qui va prendre ça personnellement, même s'il est un peu trop petit, tu vois. Bien sûr. Il va y aller, James Johnson, Paul Millsap. De toute façon, il y en a un par équipe quasiment, tu vois. C'est ça. Blake Griffin. Tout à fait. Non mais c'est comment ça se passe. Non mais on est complètement d'accord. Sa hype fait qu'il va être hyper attendu. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que, en fait, moi. Non, mais je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va être impressionnant. Enfin, vas-y. Non, mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup plus de lui finalement que des autres. Je veux dire par là, je pense que ce mec a les capacités pour devenir un espèce d'ovni, parce que ce qu'on voit dans son jeu, c'est le jeu d'un mec déjà assez complet. Oui. Et donc après, on en revient à ce que tu disais, c'est oui, effectivement, qu'est-ce qui va se passer pour Zion quand il y a des gros gars qui vont vouloir le tenir et lui monter sur la gueule ou lui couper le bras quand il veut aller au dunk ou des conneries comme ça, et qui se retrouvent par terre, des risques de blessures, des chocs compliqués et tout. Mais on va voir comment Zion va réagir mentalement. On va voir comment il va être préparé par Alvin Gentry, comment il va être aidé dans cette mission par Jrue Holiday et tout. Mais moi, où je suis complètement hypé, encore plus que par son physique et tout, c'est en fait de ce que tu vois, ce mec, il est vraiment capable de mettre des tirs, il est vraiment capable de faire la bonne passe, il est vraiment capable de monter un ballon balle en main. Est-ce que tout ce qu'il faisait là en NCAA, est-ce qu'il est capable de le traduire
tout de suite, dès sa saison rookie, en NBA. Eh ben, je t'avoue que perso, c'est pour ça que je commençais directement par baisser le curseur, c'est que la dimension athlétique est telle pour dominer en NCAA que là, tu es avec les meilleurs athlètes du monde, donc tu vas te taper à une adaptation qui va être folle. J'aimerais bien voir, notamment, pour continuer sur la liste, quand tu te ramènes en fin de match. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai beaucoup vu aussi Zion exceller balle en main en utilisant sa force brute et en tant que pick and roll où le mec roule et après ses qualités athlétiques font le reste. Comment ça se passe quand tu te ramènes... Vu mettre des tirs, t'es vache quand même. Je dis pas qu'il est incapable, Alex, c'est pas tout blanc, mais c'est quand même un truc qui est en dessous au niveau de ses capacités techniques. Quand tu te ramènes en fin de match ou quand tu te ramènes face à des joueurs qui veulent te cibler, est-ce que Zion peut avoir le même impact? Est-ce que quand tu as ces Blake Griffin, etc., et que tu veux toujours, pas toujours, mais que tu veux souvent monter pour faire le contre spectaculaire, est-ce que tu prends pas 2 fautes dans le premier quart? Par exemple, tout à fait. Et ça, je suis d'accord. Et ça, j'ai tendance à baisser un peu le curseur parce que, par contre, ce qui est indéniable, c'est que quand New Orleans prend une déculottée de 15 points, ils vont pas aller voir Jrue Holiday. Les gens vont aller voir Zion. C'est déjà la tête de... Évidemment que Jrue Holiday, c'est le leader et les poumons de cette équipe, mais les médias vont aller voir Zion. On va bien voir. Tout le monde ne peut pas être LeBron James. C'est ça. Tout le monde ne peut pas avoir une pression du tonnerre dès ses 16 ans et l'assumer pendant 20 ans. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, c'est pour ça Zion, pour moi, il a une hype digne de LeBron avant même d'avoir posé un pied en NBA. Et ça peut, comme tu le dis très bien, ça peut jouer contre lui. Maintenant, la différence, c'est que s'il fait partie de ces grands champions, et je pense que c'est peut-être le cas, et qu'il arrive à s'en nourrir, ça peut aussi le pousser à des niveaux complètement dingues. Par contre, le compétiteur est... Le compétiteur, il est vraiment là. Complètement et honnêtement, le bestiau physique... Wow. Ouais, non, c'est sûr. Ça, dans la NBA actuelle, ça va détaler parce qu'en plus, il est tombé dans l'air où ça galope le plus, donc ça va être parfait. Je pose la question quand même pour finir sur la question de la mort. Rookie de l'année? Ouais, il est favori. Alex, arrête de botter en touche. Alex, rookie de l'année ou pas, Zion Williamson? Et les gens, répondez-y là. Attends, donne-moi 2 secondes là pour réfléchir un peu. Ja Morant, Darius Garland, RJ Barrett. Ja Morant, c'est un bon concurrent. Ça c'est clair. Darius Garland. Non. DeAndre Hunter non plus. RJ Barrett, je sais pas. Il est tellement favori, Zion. Je veux dire, tu vois, genre, pour dire non, Zion ne serait pas rookie de l'année, il faudrait que j'ai dans ma tête un gars qui, comme ça, je pense, à l'instinct, va aller le chercher. Et donc, je ne pense pas. Donc, je pense que oui, Zion Williamson va être titulaire au Pélican. Oui, il va scorer, genre, je dis, allez, 16, 18, peut-être 20 points par match. Et il va prendre pas loin de dire bon, et du coup, il va être rookie de l'année. Ok. Bon, je suis plutôt sur non. On va voir, mais par contre, par la suite. Toi, tu dis non? Et du coup, tu mets qui? C'est quoi comment ça se fait? C'est comme d'hab, c'est la question, c'est entre. Il va pas avoir les stats? Non, c'est pas ça, c'est qu'entre un joueur et le field, je prends plutôt le field. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un mec qui va sortir du lot et on va se dire, genre, what the fuck, en fait, Ja Morant peut déjà faire 20-10. C'est possible. Voilà. Donc, attends, même tu m'as cité Darius Garland, pourquoi pas? Ça se trouve, ça va être Jared Culver au Minnesota Timberwolves, c'est ce qui va manger tout le monde. Non, mais bien sûr, évidemment. Maintenant, moi, ce que je vois un talent incroyable, un physique incroyable, je vois normalement des stats qui vont tomber et on sait comment résonnent les votants. Stats plus équipe qui a de la hype. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pose la question. Si les gens le mettent rookie de l'année, dites-le nous. Je pense quand même en tout cas, tu dis oui. Ouais, j'y crois. Ouais, je pense que Zion, c'est pour lui cette année. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, nous on va devoir enchaîner évidemment sur le trophée du peuple. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, c'est parti pour le backflip. Ça a failli glisser, mais ce n'est pas tombé. Ça tient. Série en cours là. Nous sommes au Smoothie King Center. Allez-y, sortez vos pailles. On va se hyper pour les Pélicans. Et oui. Sortez vos pailles. Quoi? Oui, non, mais smoothie, sortez vos pailles. Non, mais très bien. Tu veux qu'on parle de tes indices? Très bien. Et donc, nous allons regarder les Pélicans cette saison. Et il y a plein de joueurs qui vont nous faire cliquer sur New Orleans. Qui ça va être ton joueur, Alex? Derrick Favors. Tradé par le Jazz, dumpé par le Jazz à la New Orleans. Je crois qu'il y a eu deux second rounds, là on vient de regarder, 2 second tours de draft 2021 et 2023 qui ont été donnés par les Pélicans en échange de Derrick Favors, qui va gagner pour un Bogdanovic. 16 millions, tout à fait, c'était pour dégager, pour dumper du salaire, qui va gagner 16 millions 9 cette saison, mais il n'en a plus qu'une dans le contrat qu'il avait signé avec le Jazz. Donc monsieur Derrick Favors est en net contrat, monsieur Derrick Favors peut tout à fait avoir un vrai temps de jeu sérieux dans cette équipe des Pélicans. Monsieur Derrick Favors est un intérieur assez technique, capable de scorer, capable de prendre du rebond. Enfin, je veux dire, on a vu Julius Randle l'année dernière tourner en 20-10. Je dis pas que Derrick Favors va tourner en 20-10.
faut pas non plus s'enflammer. Mais Derrick Favors peut tourner en 15-8, 15-9, 16-9. Derrick Favors peut mettre à profit cette saison chez les Pélicans dans un rythme de jeu élevé où il va être l'intérieur le plus fort offensivement a priori, quoi. Il y a déjà le Okafor. Par contre, il est plus lent, donc on verra comment il tient sur le terrain, mais il peut jouer quand même. Faut que les cannes tiennent. Ouais. Si les cannes tiennent, je pense que non seulement Derrick Favors peut se remettre dans une bonne mood pour aller choper un autre petit contrat d'1 an ou 2 derrière, mais en plus, il peut être très utile aux Pélicans parce que Ok, ça va courir, ça va machin, n'empêche qu'il y a de temps en temps, faut jouer sur demi-terrain, et avoir un intérieur capable de la recevoir au poste, de la lâcher, ou de jouer son adversaire direct, c'est quand même cool. Non, c'est sûr. Donc, on a beaucoup parlé de hype, on a beaucoup parlé de jeunesse, de vitesse, de transition, de lob, de machin. Derrick Favors n'est pas forcément complètement dans ce cadre. Non, c'est clair. Par contre, ce qu'il va apporter, je pense qu'Alvin Gentry sera bien content de le trouver régulièrement. Surtout pour la défense. D'ailleurs, parce qu'offensivement c'est pas mal, mais Derrick, il a été apporté notamment pour apporter ce mentor et leadership pour les Jackson Hayes et compagnie. S'il faut apprendre à défendre bien gentiment et cérébralement sur pick and roll, il va le faire avec plaisir. Vrai. Il peut avoir un gros rôle. Ouais. Au Jazz, il a appris des trucs. Hein. Clairement. Eh bien, moi, je pars sur Lonzo Ball. Ça y est, on a enfin quitté l'enfer de Los Angeles. Et je dis pas ça contre les Lakers, je dis ça simplement par rapport à tout ce que cette zone représentait. La VAR, la MIF, la série télévisée, la pression de LeBron, les comparaisons incessantes avec soit Magic Johnson, soit Jason Kidd. Watt, c'était deuxième choix de draft, comment ça se passe, les blessures, les mêmes sur son shoot. Tu vas à New Orleans, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de hype, la preuve, on vient d'expliquer en 40 minutes à quel point il y en avait. Mais c'est simplement que là, Lonzo Ball, il a le meilleur mentor possible quasiment en NBA. Il a Jrue Holiday, le mec. C'est pas mal. Tous les jours, il a Jrue Holiday. J'avoue. Jrue Holiday, offensivement, c'était pas la régalade quand il arrivait en NBA. Par contre, ça a bossé. Ça a bossé pour devenir un All-Star, Jrue Holiday, en NBA. Il a été avec les Sixers, il a joué à un niveau All-Star par la suite. Lonzo Ball, dans le système Alvin Gentry, Lonzo Ball, balle en main, contre-attaque, créativité, avec Zion Williamson dans les airs, Brandon Graham qu'il connaît, Josh Hart qu'il connaît, parce que Lonzo ne vient pas seul, il vient avec des gars avec qui en plus il peut s'entendre. Donc, je crois que New Orleans accueille ce mec avec tellement, j'ai l'impression que quand il s'exprime, là il a fait le podcast notamment d'Adrian Wojnarowski récemment, il l'accueille avec tellement de bienveillance, d'amour et de délicatesse par rapport à tout le bordel qu'il y a eu. T'as vu comment il a coupé depuis les poings avec son père aussi là, avec l'histoire des chaussures et exactement. Tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de nettoyage, il a un gosse, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que c'était un peu le bordel quoi. Puis à chaque fois qu'il y avait un peu de repos, on lui parlait de son frère ou je sais pas quoi. Il a 21 ans. Il est là, c'est sa 3e saison NBA. 21 ans. Surveiller Lonzo Ball dans le système Alvin Gentry, je pense qu'il peut se régaler, que ce soit comme on l'a dit dans le premier ou dans le second unit. Et franchement, c'est tout ce que j'espérais pour un mec comme ça, c'est que ce talent puisse se développer dans un endroit loin des grosses caméras, ou au moins que les caméras soient sur des joueurs comme Zion qui vont dire voilà, on me regarde dunker, mais on va pas foutre la pression à mes potes. Est-ce que pour toi, on peut assister à l'explosion à l'explosion de Lonzo Ball dans le sens, est-ce que son talent peut vraiment se mettre à éclabousser la ligue ? Oui, l'explosion statistique non, parce qu'il est dans une équipe qui va être bien fournie, donc j'attends. Ça va être réparti. Ouais, j'attends pas du tout. Il peut vraiment devenir un excellent meneur dans cette. Mais par contre, je pense que Lonzo Ball peut tous les soirs tenir le meilleur extérieur adverse avec Jrue Holiday et être insupportable à attaquer, parce que vraiment défensivement il est trop bon. Il est bon, je suis d'accord. Et il peut être surtout un fournisseur de top 10 dans tous les sens, parce que passe du milieu de terrain main gauche pour Zion Williamson qui écrase tout ça, et il voit tout avant les autres. Donc je pense que pour répondre à ta question, l'impact il va être là, mais ça va bien au-delà des stats. J'aimerais bien que t'aies raison, j'adore ce joueur. J'aimerais bien que t'aies raison. C'est l'heure, on y va. Et on laisse la VAR dans son bordel avec Magic Johnson. Oh là là, ouais, oh là là, les dîners de cons avec ces deux. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, Zion, Jrue, Brandon et compagnie. Brandon à qui évidemment on espère le moins de soucis de santé possible, parce que lui aussi il a une carte à jouer en tant que Gérard. Nous on va devoir terminer avec la dernière section. Pronostic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, on va donner un chiffre, c'est le moment de trancher. Exactement, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, mais avant ça, est-ce que les Pels vont être champions ? Si c'est le cas, Alex, tu te fais combien ? Cote pour le titre de nos amis les Pélicans selon Unibet, 60. Donc c'est comme... la même que les Mavs. Les Mavs. Bon, pour moi, ce sont deux équipes
qui ne devrait pas avoir de cote pour le titre. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais, tu vois, mais c'est marrant de voir qu'ils ont la même. Ouais. Bon, moi je trouve vraiment celle surcotée des Mavs, perso. Et celle-là, elle est un peu surcote aussi, mais les Mavs sont très surcotes pour moi. Pour moi. Mavs Nation, attention. J'ai vu d'autres cotes pour le titre dans des franchises qu'on va faire plus loin, ou qui ont une moins bonne cote pour le titre que les Mavs ou les Pélicans. Genre, faut qu'on m'explique pourquoi. Ok. Voilà, je le dirai le moment venu de la vidéo. Très bien. Et bien avant ça, Alex, tu vas te préparer pour nous donner 24 secondes ton pronostic. Allez. Est-ce que tu es chaud, Alex? Oui. 3, 2, 1, Jamal Magloire. Je vois les Pélicans très intéressants, très hypants, tout ça, on a fait le tour, je pense, pendant cette preview. Je les vois pas en playoff, faut pas non plus s'enflammer. Par contre, je vois une équipe qui va donner beaucoup de promesses. Donc je vois 40 victoires et je les vois 10e à l'ouest, avec ça. Et je pense que cette jeunesse va s'éclater. Les Lonzo, les Ingram, Zion, j'y crois, il va leur donner un peu de temps. Jrue. Je pense que ça va fonctionner. Je pense qu'on va vraiment voir le début d'une belle équipe. Très bien. 40 victoires? Oui, 10e de l'Ouest. 10e de l'Ouest, très bien. On va voir ce que donc ça pas donne. de play-off, non, mais... Voilà, mais... C'est équilibré, de la profondeur, mine de rien, un peu. On est d'accord. Je vais essayer de faire aussi bien, attention, 3, 2, 1, top chrono. 10e place aussi, je crois, on va avoir dans le tableau, 37 victoires. J'aime bien toute cette jeunesse, mais attention, t'es à l'ouest, donc tu vas te taper certaines rencontres un peu compliquées. Très hâte de voir ce qui se passe sur demi-terrain et en fin de match. Il y a des joueurs pour faire ça, notamment la triplette Jrue, DJ Redick, Derek Favors. Voir ce que vont donner Zion, Ingram, Lonzo Ball, tous ces gamins-là. Je peux pas mettre moins de victoires parce que tous ces jeunes dans le système d'Alvin Gentry. Ça va galoper et il y a du backup. Donc je pense que ça va faire le taf. Maintenant, année 1. Donc 37, t'as dit? Ouais. 37, moi 40. C'est ça. On est quand même assez optimiste pour ces gens. Over-under des Pélicans. L'over-under est à 38,5. Donc on est autour. On est au milieu, tous les deux. On est autour. J'ai mis 37 un peu en dessous, moi je suis un peu au-dessus. Ah, c'est un bon. C'est à peu près bien taillé ça, ouais, 38,5. Ouais, on est d'accord, c'est mieux taillé que la cote pour le titre. Ça c'est sûr. J'ai l'impression. Dites-nous d'ailleurs si vous voyez un petit peu au-dessus de 38 victoires et demie pour les Pels ou en dessous. Nous on va devoir se montrer le gros tableau. Allez, le gros tableau made by les 11. Ça se remplit cette affaire. Oui. Non, les Pels vont pas en playoff selon nous. Après ils peuvent surprendre du monde, on le sait tous les ans, il y a des surprises. Salut les Clippers. Salut, bonjour. Voilà, vous connaissez le classique. Et nous on va se retrouver demain, ça aussi c'est un autre classique avec une nouvelle preview. Les 30 premiers 30 jours continuent. Alex, c'est quoi ton indice? Ouais, j'irai bien manger une bavette moi.